Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est simple, on va raconter une histoire vraie avec un thread d'horreur. La dernière fois on avait déjà fait ce type de format et ça vous a plutôt plu. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va commencer avec le thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Sarah. Au moment des faits, elle a 15 ans. Elle habite dans une grande ville et pour se rendre à son lycée, elle doit prendre les transports en commun. Son emploi du temps lui permet de prendre le bus tous les matins à 7h30 en même temps que son petit frère. Et ça tombe bien, car celui-ci n'a que 8 ans. Elle explique que l'école de son frère est à 2 arrêts du sien, mais elle préfère le déposer à l'école même si elle doit marcher un peu après. Pendant un an, Sarah a pris cette routine de vie. Et à force de prendre le bus à la même heure, elle reconnaît des visages, mais progressivement, elle remarque quelque chose de bizarre. Il y a un homme qui, petit à petit, dévisage elle et son petit frère. Cet homme a environ la trentaine. Il est assez maigre, mais rien de plus. Les jours s'écoulent et l'homme devient assez insistant. Sarah se dit qu'elle forme un assez bon duo avec son petit frère, donc c'est peut-être de là que viennent les sourires, mais au fur et à mesure, les regards deviennent vraiment insistants. À tel point que ce n'est même plus discret. Un jour, Sarah était dans le bus toute seule, car son petit frère était malade. L'homme était encore là avec le même regard très insistant, mais cette fois, au moment de descendre, l'homme est descendu au même arrêt que Sarah, mais heureusement pour elle, il y a beaucoup d'écoles à cet endroit, et elle pense que l'homme n'a pas pu la suivre, ou du moins elle espère. Cette histoire tracasse beaucoup Sarah, mais elle n'ose pas en parler quand son père lui demande pourquoi elle n'est pas comme d'habitude. Elle a peur de passer pour une folle, elle préfère se taire. Dès le lendemain, Sarah et son petit frère sont en retard et ont dû prendre le bus d'après, mais dans le bus, il y avait l'homme qui était debout alors que tous les sièges étaient libres. Sarah explique que l'homme avait l'air heureux de la voir, sauf que ce n'était pas réciproque. Arrivée à l'arrêt de son frère, elle le dépose et prend la route pour rejoindre son école, sauf qu'elle n'avait pas vu que l'homme l'avait suivi. Il se met à son niveau et lui dit « Tu es très jolie, j'aimerais faire route avec toi jusqu'à ton école. » Sarah, assez sèchement, elle lui répond que non, elle ne le connaît pas et qu'elle préfère marcher seule. Et c'est là que l'homme lui répond quelque chose de très inquiétant. « Ah bon? Ça serait dommage qu'il arrive quelque chose à ton petit frère. » C'est à ce moment-là que Sarah se stoppe net dans sa marche. Je rappelle qu'elle a que 15 ans, elle aime beaucoup son petit frère. Elle demande à l'homme qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle les laisse tranquilles. Et d'une voix très douce, l'homme lui répond « Suis-moi jusque chez moi ». Sarah n'a peut-être que 15 ans, mais elle a compris le danger auquel elle est exposée. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle ne voulait pas aller chez l'homme, mais de l'autre côté, elle ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à son petit frère adoré. Pendant ce laps de temps où elle se torture le cerveau, elle entend quelqu'un courir derrière elle, et c'est là qu'elle voit un homme qui s'interpose entre elle et son potentiel agresseur. Sur le moment, elle ne le reconnaît pas, mais en frottant bien ses yeux, elle a vu que c'est son père qui avait pris sa défense. Car oui, son père l'avait suivi. Il trouvait ça bizarre que sa fille généralement très joyeuse se renfermait petit à petit sur elle-même. Après les explications de Sarah, le père est rentré dans une colère noire. Pourtant, il a su garder son sang-froid et a appelé la police, et qui, une fois sur place, explique que l'homme n'était pas à son coup d'essai. Il était connu des services de police pour son nudisme, mais grâce à l'intervention du père, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'homme est parti faire un petit tour à la case prison. Premier thread qui se termine plutôt bien, mais surtout un grand bravo au père qui a vu que la fille était dans le mal. C'est très important de faire attention à ses enfants, ça paraît peut-être logique, mais quand je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée en Australie, je vous assure que ça va vous faire réfléchir. C'est parti pour l'histoire de Cléo qui s'est volatilisée à l'âge de 4 ans. Cette histoire se déroule le 16 octobre 2021. Nous sommes en Australie et plus précisément à McLeod, une petite ville désertique et qui pourtant est très visitée par les touristes fans d'aventure. On peut voir sur la map qu'il n'y a vraiment rien à cet endroit. Et pourtant, c'est ici que la famille Smith a décidé de venir camper pour se vider la tête loin des grandes villes. Ellie Smith est une mère divorcée. Elle a comme compagnon un dénommé Jack Glidon qui partage sa vie depuis quelques mois et avec qui elle a eu une seconde fille car elle avait déjà eu un premier enfant issu de son premier mariage, une petite fille nommée Cléo, âgée de 4 ans. Les Smith sont une famille typique australienne. Ils aiment les balades dans le désert, ils aiment bien aller à la pêche, faire du quad de temps en temps. À noter que Jack aime Cléo autant que sa propre fille. C'est une famille recomposée qui s'aime, on peut voir des tonnes de photos d'eux sur leur réseau et c'est toujours avec un grand sourire. C'est en octobre 2021 que la famille a décidé de faire du camping, car oui, là-bas en octobre, il fait encore un grand soleil et c'est pas le cas partout. Pas du tout. Une fois arrivés, les campings là-bas ce n'est pas du tout comme en France. Il n'y a rien de sécurisé et c'est plus un endroit touristique avec des emplacements libres à qui veut s'installer. La petite famille installe les tentes dans la joie et la bonne humeur, mais c'est sans se douter que le lendemain, Cléo, âgée de 4 ans, ne sera plus là au réveil.
Le vendredi 15 octobre, la petite famille part se coucher. Ellie et Jack font un bisou à leur fille avant de dormir, vérifient que tout va bien et s'endorment à leur tour. Les parents n'entendront pas la fermeture de la tente s'ouvrir et ne sentiront pas les mouvements du petit corps de Cléo soulevé et sorti de la tente. À 6h du matin, la petite famille se réveille à cause du soleil qui tape sur la tente. Ils se rendent compte que leur petite fille de 4 ans a disparu. Ellie, en découvrant que sa fille n'est plus là, est totalement paniquée. Elle hurle son prénom, regarde autour d'elle, voir si elle est dans les environs, mais à l'horizon, il n'y a rien. L'alerte est donnée. Rapidement, les secours arrivent sur place, mais 2 éléments inquiètent les secouristes. Le premier, c'est qu'il fait encore très chaud pour un 16 octobre. Et si on part sur l'hypothèse où Cléo est partie d'elle-même et qu'elle s'est perdue, sans eau et sans rien manger, ses chances de survie sont très faibles. Et la deuxième, c'est la mer qui est juste à côté du terrain de camping. Peut-être que Cléo s'en est trop approchée et on craint le pire. Dès la première heure de recherche, de gros moyens sont déployés. Des unités de recherche aériennes, terrestres et maritimes sont mis en place. Des drones et des hélicoptères survolent les zones les plus difficiles d'accès. Pendant que des chevaux parcourent les plaines, un barrage sera même mis sur la seule route existante. La police contrôle toutes les voitures qui passent et même les caravanes qui sont au camping. Ellie et Jack seront même auditionnés pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Après audition, c'est Ellie qui a vu pour la dernière fois la petite Cléo. Elle explique qu'elle lui a donné un verre d'eau vers 1h30 du matin. Ensuite, plus rien jusqu'à son réveil à 6h du matin. Ce qui est étrange, c'est que personne n'a rien vu, n'a rien entendu, que ce soit pour les parents ou les personnes qui étaient en train de camper. Les poubelles du coin seront fouillées car on remarque que le sac de couchage de Cléo avait disparu en même temps qu'elle. Malheureusement, comme beaucoup d'affaires de disparition, les heures et les jours vont défiler sans aucune trace de Cléo. On est en plein désert loin de tout, aucune caméra de surveillance et très peu de voisinage. Le couple est désespéré. La police lancera un appel à témoins avec une récompense d'1 million de dollars à n'importe quelle personne qui aiderait à retrouver la petite Cléo. C'est une très grosse somme qui est proposée et pour cause, la police n'a aucune trace. Il démarre de zéro. Une déclaration sera faite par l'enquêteur en charge de l'affaire. C'est un environnement très dur. Jusqu'à aujourd'hui, il faisait plutôt chaud et il y avait peu d'eau douce autour. Si elle est dans la région, nous avons de graves inquiétudes pour elle. J'aimerais avoir des réponses pour la famille, mais malheureusement, nous ne savons tout simplement pas. Et à mesure que les heures passent et que les jours passent, nos inquiétudes deviennent de plus en plus graves. Nous ne pouvons pas exclure qu'elle soit toujours dans la région. Et nous ne pouvons pas exclure qu'elle ait quitté la zone. Ça serait le pire des cas. Au passage, Danny Stein, le père biologique de Cléo, sera interrogé, mais il vit à plus de 1000 km du lieu de l'enlèvement, il sera donc écarté de cette affaire. Ellie et Jack referont une apparition à la télé, ça sera sûrement la dernière car ça fait 15 jours que la petite a disparu. Les médias commencent à se désintéresser de l'affaire. La police leur explique aussi en privé qu'ils ont peu d'espoir et que maintenant, ils sont plutôt à la recherche d'un corps. Je vous laisse avec le passage. If you know anything at all, call the police because we want our daughter back and she wants us. Our daughter, Isla, she needs her big sister. We need her home. Après cette dernière diffusion, un voisin appelle pour un comportement suspect. La ville se situe à Carnarvon, soit à 49 km du lieu de l'enlèvement, mais Carnarvon est aussi là où vivent les Smith. En effet, depuis quelque temps, le voisinage a remarqué le comportement suspect d'un de leurs voisins, Terry Kelly, 36 ans. Il est décrit comme un homme assez discret en général, il vit seul, il n'est pas connu des services de police, mais il avait un comportement étrange. Depuis peu, il était rarement chez lui. Il tournait beaucoup dans le quartier avec sa voiture pour surveiller sa propre maison. On l'avait même vu acheter des couches alors qu'il n'a pas d'enfant et des cris de petite fille avaient été entendus chez lui. Et c'est le 3 novembre 2021 que la police arrive chez lui. Il est 1h du matin, la maison est encerclée. Il escalade la palissade, se retrouve devant la porte qu'il ouvre discrètement. Car oui, ils ont eu un mandat pour ça, mais manque de peau, la porte est fermée. Tout le quartier sera réveillé par les coups de bélier de la police. La porte cède sous les coups, les agents rentrent dans la maison, lampe torche en main, ils fouillent toutes les pièces et ils arrivent devant la chambre du suspect et ils découvrent sur le lit, en pyjama, Cléo Smith, 4 ans, disparue depuis 19 jours. I got it. Hey, Bobby. Spin the camera in. Come here. I got you, Bobby. What's your name? You're alright. What's your name? What's your name, sweetheart? My name is Cleo. Your name You're is alright, Claire. Bobby. Hello, Cleo. Séquestré depuis 19 jours dans la maison d'un détraqué,
les enquêteurs découvrent plein de modèles de poupées. Il y en avait toutes tailles, de toutes sortes. Terry Kelly a essayé de se sauver, mais la police l'a vite rattrapé. Cléo sera emmenée à l'hôpital pour toutes sortes d'examens. Le compte Twitter de la police publiera cette photo avec comme légende « Le miracle que nous espérions tous ». Retrouver Cléo après 19 jours, ça relève vraiment du miracle. La police peut être fière de son travail. Cléo est rentrée chez elle, elle va bien. On ne sait pas exactement ce qu'elle a vécu là-bas, mais rien n'a été divulgué pour protéger la petite. Terry Kelly, lui, sera ensuite emprisonné après son enlèvement et sa séquestration, mais sera sans doute relâché après avoir purgé sa peine. On apprendra par la suite que Terry a vu via les réseaux que la petite famille était pas très loin de chez lui, ce qui l'a poussé à passer à l'acte. C'est une histoire qui finit bien et c'est très rare en vue des circonstances. Bon, nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et au passage que le décor vous a plu, j'ai tout changé ici et je suis assez fier de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit au niveau de l'histoire et du décor. Mais en tout cas, n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao!